Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo que je tourne en 2023 et donc je voulais commencer quand même par vous souhaiter la bonne année 2023. J'espère qu'elle vous apportera tout le bonheur que vous méritez et évidemment que ce sera une belle année avec plein de bonnes choses. Bref, voilà, j'espère que tout se passe bien et que vous avez bien démarré l'année et que vous n'êtes pas tombé malade comme moi à la fin de l'année, comme un abruti. Aujourd'hui, on va faire une review d'une émission dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne YouTube. Petite parenthèse d'ailleurs, avant que j'oublie, j'ai lancé une FAQ sur la chaîne YouTube dans l'onglet communauté de la chaîne. Si jamais vous n'avez pas encore posé votre question, il faut la poser dans l'onglet communauté. J'ai reçu des questions parfois ailleurs, sur Insta ou autre. Non, c'est dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube qu'il faut les poser. Je vous laisse encore quelques jours pour les poser. Si jamais vraiment vous avez une question à me poser, c'est dans l'onglet communauté. Je le répète bien, pas ici, hein, sur l'onglet communauté. Parce que mercredi, je tournerai la FAQ. Donc, si vous n'avez pas posé votre question d'ici mercredi, elle ne sera pas traitée. D'accord? Donc, vous avez, si jamais vous ne l'avez pas fait, vous avez oublié, n'hésitez pas à le faire. Je reviens sur ce que je disais. Aujourd'hui, donc on va parler d'une émission que je n'ai jamais chroniquée sur la chaîne. J'ai fait des reviews de pas mal de choses, mais je n'ai jamais fait de review de Qui veut être mon associé. Alors, pourquoi je n'en avais jamais fait? Eh bien, pour une raison très simple, je n'avais jamais regardé le programme. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai essayé de faire des suppositions. Peut-être qu'il y avait d'autres choses en face, c'est possible. Ça m'étonnerait que c'était les soirées de Koh-Lanta, ça m'aurait étonné quand même, mais tout de même, voilà, je sais pas, ça m'a pas intéressé, je sais pas quel jour c'était diffusé, est-ce que c'était un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, peu importe, mais en tout cas, je ne regardais pas du tout ce programme. Je suis passé complètement à côté, je sais pas, j'ai pas dû voir de pub autour de ce programme, et les 2 premières saisons sont passées dans un anonymat complet de mon côté. Niveau audience d'ailleurs. Les audiences ne sont pas exceptionnelles sur ce programme. Alors là, par exemple, ça a été le meilleur démarrage de l'ensemble de toutes les saisons. Mais c'est pas des scores, tu vois, on n'est pas sur du Koh-Lanta, tu vois, mais c'est des scores honnêtes. Mais en fait, j'avais vu un article qui expliquait que les scores de cette émission, en plus là, ils sont meilleurs, mais que c'était un public que M6 n'arrivait pas à toucher avec les autres programmes qu'ils proposent. Du genre Top Chef, Pékin Express, L'amour est dans le pré, tout ce que tu veux. Là, ils touchent un profil de téléspectateurs très jeunes, excusez-moi, des entrepreneurs dynamiques, des jeunes entrepreneurs dynamiques, mais en fait, ils touchent surtout des jeunes ados, ou des adolescents en tout cas, ou des jeunes adultes qui se sont détournés de la télé, qui regardent du Twitch, du YouTube, de ce que vous voulez, et qui regardent pas la télé. Et là, ils sont venus à la télé pour voir ce genre de programme. Donc, c'est un programme essentiel pour M6, pour avoir un panel plus important de téléspectateurs sur l'ensemble de tous ces programmes. Ça compte énormément et justement ça leur a apporté des nouveaux annonceurs, etc. etc. Enfin bref, c'est une émission hyper intéressante, même juste marketingement, c'est hyper intéressant. Bref. C'est une superbe émission que j'ai donc pas regardée quand elle a été diffusée. Excusez-moi, je m'étouffe. Que j'ai pas vue à sa diffusion. Bon. Et puis sur Insta, je crois, ou peut-être sur TikTok, j'ai des doutes, mais bon, peu importe. Je tombe sur des extraits de l'émission. Et alors, je suis tombé sur un extrait notamment. Alors, je vais quand même chercher son prénom pour être sûr de ne pas me tromper. C'est Marc Simoncini, voilà, qui est l'un des acheteurs, enfin des investisseurs, disons plutôt, qui est présent. Et un jour, je tombe sur une de ses vidéos. Oh, c'est pas la sienne, hein, d'ailleurs, hein, mais c'est une reprise de la vidéo. Et je pensais d'ailleurs que c'était un montage avec la musique dramatique derrière, mais non, en fait, la vraie version, elle est comme ça. Et en fait, il explique que voilà, y a un mec qui est venu là, qui veut vendre, enfin, il a une entreprise, je suppose médicale, voilà, c'est pas très clair dans l'extrait que j'avais vu. Et d'un coup, il explique voilà qu'il avait un projet, c'était pour savoir si on donnait des vitamines aux gamins, est-ce qu'ils allaient attraper moins de cancer. Donc voilà, il y avait un projet voilà avec des gamins qui prenaient des pilules donc de vitamines, d'autres qui n'en prenaient pas. Et donc ils prenaient des placebos à côté et ça permettait de voir, c'était une longue étude, je crois sur 13 ou 14 ans, et donc ils cherchaient des investisseurs pour financer les études. Il va voir un labo pharmaceutique, excusez-moi, et c'est vraiment le plus grand chef voilà, du truc, et il va le voir et il lui dit écoutez, est-ce que vous voulez investir dans ce projet? Et après voilà, vous en récupérez les lauriers parce que si on a un produit peut-être à leur fournir, eh ben on le fournira par vous. Enfin voilà, il y avait un côté pécunier, hein, faut pas se mentir, mais tout de même. Et là, il répond, il dit, écoutez, moi, c'est pas que je veux pas, mais il dit, moi, mon métier, c'est de vendre des médicaments une fois qu'ils sont malades, une fois qu'ils ont chopé le cancer. Pourquoi voudriez-vous que je leur empêche de l'avoir? Et cette réponse l'avait démoli. Et j'ai trouvé que
ça m'a mis dans un, voilà, pour ceux qui l'ignoraient, à un moment est décédé d'un cancer, et ça m'a mis dans un état, mais de voir ça, mais je vous cache pas que je suis monté avec un niveau d'adrénaline assez élevé, tu vois, genre, vous savez, le truc qui se tend là ici parce que vous êtes en colère. Et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Et j'ai commencé à me renseigner et j'ai récupéré plein d'extraits. Alors j'ai pas vu des émissions au complet, c'était la première fois que je voyais des émissions au complet, mais j'ai récupéré plein d'extraits et je me suis rendu compte que c'était une émission qu'il y avait bien plus que simplement juste on vient avec te présenter un truc machin. Parce que j'avais eu des expériences avec M6 sur ce genre d'émission et je pense que c'est une des raisons qui fait que j'avais pas regardé plus que ça. C'était pendant très longtemps, alors là je m'adresse à des gens qui ont mon âge, parce que probablement que si vous avez moins de 20 ans, vous pouvez peut-être pas connaître, moi même 15 ans. C'était M6 à une certaine époque, ils avaient lancé par exemple quelle est la meilleure invention ou quel est le meilleur inventeur. Et c'est revenu plusieurs fois, il y en a une, tu vois, il y a 15 ans, puis une autre il y a 10 ans. C'était en gros, tu avais des mecs qui arrivaient avec une invention, et alors là il n'y avait pas ce côté investisseur, t'investis pas dans le truc, non c'était plutôt juste de la pub, voilà. Et après ils classaient, et puis après tu avais les spectateurs qui votaient, et le produit inventé par un mec lambda, si il était suffisamment crédible et suffisamment bon, et ben après il était mis sur le marché, etc. etc. C'était des émissions qui existaient sur M6, et elles étaient... Je trouvais que ça ne m'avait jamais emporté plus que ça. C'était sympa, mais c'était assez peu rythmé. Le jury était pas forcément toujours aussi très intéressant. C'était vraiment voilà, l'invention et puis c'est tout. Et globalement, c'était des émissions qui, je trouve, étaient pas si extraordinaires que ça. Je les regardais, mais je les regardais plus parce que souvent il n'y avait pas grand chose à la télé peut-être à ce moment-là. Et je sais pas si à cette époque-là j'avais vraiment tous les moyens de pouvoir regarder vraiment autre chose. Mais bon, peu importe. Mais voilà, c'était des émissions où je n'avais pas gardé un super souvenir. Mais parenthèse refermée, j'ai donc eu bonne presse de ces émissions. Et je me suis dit, je vais la regarder, là, elle est diffusée cette semaine, je vais me faire, allez, cette saison 3, je vais me lancer dedans. Alors, je vais vous parler donc de tous les projets qui ont été présentés, je vais vous parler de l'émission en elle-même. L'émission de cette semaine était géniale, je me suis régalé. Alors, je me suis régalé parce qu'on a eu plein de projets, et des projets très différents, et des projets en plus très polémiques. Je pense que je sais pas ce que je vais mettre comme titre, mais franchement pour moi il y a un des projets, il a été ultra polémique. Et j'ai vu donc l'un des investisseurs qui a parlé de... j'ai vu d'ailleurs, c'est génial d'ailleurs, il a parlé sur Twitter de pourquoi il avait investi dans tel truc et pourquoi il n'avait pas investi dans tel truc. Et justement il a fait la même critique que la mienne sur le projet, donc j'ai trouvé que c'était donc preuve que j'avais quand même, j'étais tombé juste. Mais bon. Alors déjà, l'émission est hyper rythmée. On ne s'ennuie pas, le jury, je trouve qu'alors que pourtant, ça pourrait être une émission où on s'ennuie, parce que il y a beaucoup de temps mort, ils font des propositions, machin, les mecs réfléchissent, ils présentent leurs trucs et tout, mais c'est hyper bien monté, c'est là qu'on voit le savoir-faire d'M6, hein, sur les émissions, excusez-moi, comme Top Chef, comme etc. C'est là qu'on voit leur savoir-faire. C'est des émissions où on s'ennuie pas, où voilà, c'est rythmé, et puis le jury il est bien choisi. Je vous en parlerai parce qu'il y a des critiques sur certains membres du jury, mais je pense que les gens n'ont pas compris. Il faut avoir un jury complémentaire, et ils ont un jury complémentaire, on en reparlera tout à l'heure. Bref. Donc on va commencer avec un premier projet, comme ça je vais pouvoir plus vous justifier vraiment pourquoi le programme est génial. Alors c'était Émilie qui est venue présenter la Detective Box. C'était une box à meurtre par épisode, donc tu t'abonnes à ce système et tu reçois tous les mois un ensemble d'indices qui va t'approcher de la solution. Et chaque enquête dure 3 mois, donc il te faut 3 box pour obtenir l'ensemble d'une enquête. Elle avait besoin donc de 100 000 € pour 8% de sa société. J'ai dit tout de suite, moi, c'est trop cool comme projet. J'adore les escape games. J'en ai même réalisé un avec mes élèves que je crée moi-même, en fin d'année, chaque fois je le fais vers Noël, où ils doivent élucider, un peu dans le même système, ils doivent élucider un meurtre, etc. etc. Et c'est des choses que j'aime bien. Je pense que vraiment je peux encore l'améliorer, évidemment, si j'étais un professionnel de ce domaine-là, je pourrais l'améliorer. Mais c'est des choses que j'aime, et d'ailleurs je m'inspire, moi des fois, dès que je vois des choses qui pourraient m'inspirer dans un escape game, des énigmes sympas, des jeux, des trucs, il faut que ça soit faisable évidemment dans une classe, mais j'aime beaucoup ce genre de choses. Alors la box, elle coûtait 35 €, 90 € pour les 3 box, j'ai trouvé déjà que c'était pas trop cher, honnêtement, 30 €. Quand je vois par exemple, moi j'ai présenté sur la chaîne il y a très longtemps, alors là on remonte dans les obscures vidéos de ma chaîne, j'avais présenté la Woodbox par exemple, la Woodbox ça valait 20 € ou 22 € ou 25 € je sais même plus, 20 € on va dire, plus frais de port peut-être, et c'était une box avec des objets geeks à l'intérieur, machin, ça valait quand même 20 balles quand même. Là, t'as un truc en plus recherché, tu vois, c'est que des objets inédits, il y a vraiment un plaisir, en plus, tu vois, c'est une box, tu vas la recevoir, peut-être que, je sais pas, tu vas avoir peut-être 1 ou 2 heures d'investigation pour pouvoir la remplir, enfin, je trouve qu'il y a quand même un plaisir, c'est un peu comme s'abonner à un magazine, tu vois, mais il y a ce côté ludique qu'on a dedans, et je pense que sincèrement, c'est une superbe idée. Et alors là, j'ai halluciné, elle nous annonce donc que la box à produire avec tous les coups,
ça coûte 3,70 €. Putain, la marge, elle est énorme, quoi. La box, 35 €, 3,70 €, c'est énorme. C'est énorme. Alors, elle explique qu'elle a besoin, évidemment, d'investisseurs parce qu'elle a besoin de développer. Ça repose beaucoup trop sur elle, parce que c'est elle qui a toutes les idées, machin, etc. Il faut qu'ils soient plusieurs pour pouvoir mener des projets en parallèle, parce que là, c'est trop chronophage. En gros, elle a juste besoin de développement, c'est-à-dire vraiment d'investissement pour développer sa société, parce que, en plus, c'est ce que disaient tous enfin, certains, je sais plus lequel, qui disaient, ce qui est bien, c'est que c'est un modèle. Ils peuvent le traduire dans plusieurs langues, parce qu'il suffit juste ton texte, tu le traduis, et puis les box que tu as proposées, tu peux les garder en stock, ce qui fait que tu peux continuer, par exemple, des gens qui peuvent très bien vouloir s'abonner à telle enquête, donc ce que tu as fait, c'est de l'investissement, mais c'est de l'investissement durable, parce que tu gardes tes box au catalogue, je suppose, enfin je l'espère, en tout cas pour elle, parce que ce serait quand même un investissement dommage que ça se perde, quoi, mais super. Et puis probablement que c'est illimité en termes d'idées, et que ce genre de box, avec une rentabilité à ce point-là, mais il suffit d'avoir quelques clients, et elle expliquait, je crois, qu'elle avait des objectifs de chiffre d'affaires avec des millions d'euros, etc., etc. Et évidemment, ça semblait complètement logique. Ce qui fait que ils se sont mis à 3 pour investir 150 000 € dans le projet, ou alors il y en avait un seul qui proposait lui 100 000 €, mais tout seul. Et donc ils ont choisi des 150 000 € à 3 pour atteindre, alors je sais plus combien de pourcentage de l'entreprise, mais pour moi elle méritait totalement, elle a hyper bien présenté son truc, elle était hyper vendeuse, putain mais elle aurait vendu une bible à un illettré, mais sans déconner, c'était trop bien quoi, elle était dynamique, elle était investie, on voyait qu'elle maîtrisait, mais on voyait que c'était en plus de la passion, tu vois, c'est au-delà même du côté investisseur machin, et donc je reviens sur ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pourquoi l'émission elle est géniale? C'est qu'en plus, au-delà du fait qu'elle est hyper rythmée, que le jury, ils se renvoient la balle, ils sont machin, et que quand ils analysent, ils vont vite, mais ils sont percutants, ils ont des analyses précises, c'est vachement bien, ils utilisent des termes techniques, mais t'as quand même le bandeau en bas pour expliquer ce que ça veut dire et tout. Je trouve que c'est bien, ça veut dire que ça dévalorise pas, tu vois, ils se mettent pas au niveau du téléspectateur pour leur dire on va parler comme des abrutis pour... Non, c'est une vraie émission, c'est un peu comme dans Top Chef. En Top Chef, ils parlent avec des vrais termes de cuisinier, ils n'hésitent pas, ils utilisent des produits parfois qu'on connaît pas, et ben c'est pas grave, ça fait aussi que tu apprends des choses, et donc si tu aimes un peu le milieu de l'investisseur et tout, de l'entreprise, tu peux aimer. J'ai toujours adoré l'économie, j'ai failli faire prof d'économie, donc évidemment, moi, je suis hyper client. Donc, j'ai adoré, et surtout, ça donne une bonne image de l'investisseur, parce qu'on le sait, en France, il y a parfois cette image, voilà, crasseuse du chef d'entreprise qui a réussi, qui exploite ses salariés. Vous savez, tout ce qu'on entend, voilà, un peu dans les gens de gauche ou d'extrême gauche, qu'on ne peut pas s'être enrichi si on n'a pas été malhonnête, si on n'a pas été une ordure sans nom, etc., etc. Des gens comme Philippe Poutou, des gens comme ça, hein, on se souvient de termes, on ne peut pas devenir milliardaire si on n'a pas été une ordure, plus ou moins, hein, il le sous-entendait en tout cas de façon assez marquée. Et là, on ne tombe pas dans l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans le côté de à droite. C'est pas une émission de droite, tu vois, où ça pourrait être oh, l'entrepreneuriat c'est génial. Non, c'est un entrepreneuriat très humain, c'est des gens voilà, qui tentent leur chance, qui se vautrent, qui repartent, qui ont des illusions, machin et tout. C'est génial, et en plus ça donne une image aussi de dynamisme. On sent que c'est des gens qui ont envie d'avoir des projets, qui oui veulent gagner de l'argent, mais évidemment, mais vous voulez pas gagner de l'argent avec votre travail, mais bien sûr que si. Et donc ça reste très humain, et justement je trouve que ça humanise vachement le côté entreprise qu'on a, et c'est pas du tout mis de façon malsain, l'entrepreneuriat, le truc, comme je vous l'ai dit, qui donnerait les phrases de Philippe Poutou qu'on entend, voilà, mais non, c'est plutôt du bon côté, mais sans tomber dans le côté inverse, parce qu'on en reviendra. Pour moi, il y a eu un des cas, par exemple, qui est une abomination, mais une abomination, il y a un projet, mais sans déconner, c'est absolument incroyable. On en reparlera tout à l'heure. Alors ensuite, on a 2 étudiants ingénieurs qui arrivent, donc à monter la société Capsme. Alors elle a été remodifiée après, mais on en reparlera. Donc c'est des capsules de café rechargeables en coffret. Donc en gros, vous avez votre capsule et vous les jetez plus, quoi, les capsules. Ce qui fait que c'est pour la planète évidemment intéressant. Ça coûtait 69 € le coffret. Je l'ai trouvé cher. Moi, je me suis dit quand même, si 69 €. Et c'est réutilisable, mais en gros, ce qui se font la marge, c'est sur les petites capsules qu'ils mettent au-dessus. Ouais, donc elles sont pas réutilisables. Je sais pas, est-ce que ça fait vraiment économiser autant à la planète? J'en sais rien, parce que le mec il va t'envoyer le produit tu vas le recevoir, tu vas ouvrir le colis, donc parce que pour moi c'est envoyé dans un colis, donc dans un carton, alors que si tu l'avais acheté dans le commerce, je sais pas, enfin bon bref, je sais pas, mais en tout cas est-ce que c'est vraiment supra intéressant? J'en sais rien. Malgré tout, moi je bois beaucoup de café et je comprends quand même l'investissement écologique derrière. Je trouve qu'ils l'ont plutôt bien vendu leur affaire, donc c'était 200 000 € pour 8%. Et là après, en fait, il y a eu une renégociation parce que ils trouvent que c'est trop, leur entreprise ne vaut pas autant, et donc c'est 200 000 € soit pour 13%, soit pour 15% de la société. Et donc c'est Anthony qui est choisi, l'un des investisseurs, pour 15%
pour 200 000 €. Ce qui fait qu'ils n'ont pas choisi celui qui avait proposé le moins, alors qu'ils auraient pu choisir, mais non, ils ont choisi quelqu'un qui peut vraiment les aider dans le côté l'accompagnement de développement industriel notamment, ou alors non, justement d'ailleurs, vu que c'était des ingénieurs, ils géraient bien sur l'industriel, mais ils géraient pas du tout sur le côté marketing, etc. Et ils avaient vraiment besoin d'un accompagnement et d'un partenaire, plus que d'un associé, d'un partenaire, qui leur apporte des compétences nouvelles. Et là, pareil, je trouve que ça valorise vachement l'investissement, par exemple, qui est très décrié, on le voit, hein, pour ceux qui investissent à la bourse, pour ceux qui ont des appartements, il y a eu beaucoup de critiques sur Internet, vous regardez les vidéos d'Usul notamment, qui s'est assis sur le droit de propriété de façon absolument incroyable lors d'une de ses récentes vidéos, en traitant tous les gens qui peuvent avoir un appartement et qui le louent comme vraiment les plus grands parasites de l'histoire de l'humanité, mais tous sans exception, c'est-à-dire peu importe ton statut, si t'es un petit retraité qui fait ça pour sa retraite, machin, c'était quand même considéré comme comme une plaie d'Égypte, quoi, vraiment incroyable. C'est incroyable de généraliser autant, je vous préviens, hein, il aurait fait les mêmes propos avec des couleurs de peau, je sais pas quoi, ça aurait fait scandale pendant 10 jours, mais là ça passait sans aucun problème parce que voilà, c'est vraiment des gens dégueulasses, etc. Enfin bref, c'était scandaleux, une vidéo vraiment extraordinaire sur Internet encore une fois. Et là, j'ai trouvé que c'était exceptionnel en termes de rythme, toujours comme je vous le disais tout à l'heure, et puis ça donnait une bonne image une nouvelle fois de l'entrepreneuriat, parce que voilà, les mecs ils sont investis, mais ils investissent des compétences, ils investissent des choses, ça parle vraiment de marketing, de comment on rentabilise le truc, combien ça coûte, machin, c'est des trucs très concrets, et malgré tout, c'est pas barbant. Ça pourrait être barbant, ça pourrait être des graphiques, des machins, des trucs. Non, c'est vivant, c'est dynamique, ça va vite. Les projets sont présentés rapidement, il faut qu'on saisisse vite l'enjeu. Les questions sont précises, elles sont pointues, ils vont vite à l'essentiel. On sent que c'est des investisseurs d'ailleurs qui ont l'habitude. Ils voient les projets si c'est de la merde, si c'est pas de la merde, et tu sens que tout de suite le mec fait ok c'est bien, ok c'est pas bien. Voilà. Super en tout cas. Alors donc là je vais vous faire un petit bilan évidemment donc des membres du jury, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, mais évidemment donc Marc Simoncini je le trouve génial, je vous ai parlé de la vidéo que j'avais vue en plus sur le cancer, mais moi je le trouve génial. Celui qui est pour moi le meilleur, et je pense que c'est universel pour tout le monde, c'est Éric Larchevêque, qui est génial, et c'est celui que j'ai suivi sur Twitter d'ailleurs et qui a expliqué plus loin pour une des vidéos, enfin un des projets que c'était pas bon du tout, parce que c'était de l'exploitation, on en reparlera plus loin, et vraiment c'était génial, je trouve qu'il a un charisme qui est au-dessus de tous les autres, quoi. C'est vraiment, il éclipse, je trouve quand il parle, c'est hyper clair, hyper précis, non, vraiment c'est génial, je le trouve génial. Ensuite, Jean-Pierre Nadir, qui lui alors a une grosse bienveillance, énorme, et justement c'est très complémentaire d'un autre candidat qui est très pas du tout bienveillant, lui au contraire. Et je trouve qu'il a une hyper personnalité télé. Alors là, tu vois, il a de la gouaille, il parle bien, sa voix elle est plutôt sympa à écouter. Ça c'est quand même important, je vous le dis. Parce que la télévision, je vous en ai déjà parlé, hein, Jarry par exemple, pour moi je peux pas. Mais c'est parce que déjà rien qu'à la voix, c'est compliqué quoi, de se dire je vais écouter Jarry pendant 2 heures ou 2 heures et demie avec sa voix, c'est compliqué. Je me voyais pas dans une salle, dans un salle de spectacle, l'écouter parler pendant 2 heures et demie. Moi, pour moi, ça me paraît improbable, impensable. L'enfer doit ressembler à ça pour moi, tu vois. Si jamais je finis en enfer, probablement que ça ressemble à un truc comme ça. Et là, lui au contraire, il a une voix qui te donne envie, et puis je te dis, il a tellement de sourire, il a tellement de machin, que lui il est vraiment dans cette bienveillance, mais malgré tout il va pas investir dans tout, il va quand même être cash et tout, mais c'est intéressant. Et après vous avez Anthony Bourbon, très critiqué, parce que très cash, méchant, parfois même cassant, etc., etc. Mais on en a besoin dans ce programme, parce que l'investissement et le monde des investisseurs, etc., c'est un monde qui est rude, c'est un monde qui laisse peu de place à l'échec. Quand l'échec arrive, voilà, et tu prends le mur à 200 à l'heure. On le voit notamment quand Philippe Etchebest va voir des restaurateurs dans Cauchemar en cuisine. Voilà, l'échec, il fait mal, il casse, il peut casser véritablement des familles, etc. Donc, il est cash, mais en même temps, ça fait aussi le sel de ces émissions de télévision. Gordon Ramsay serait pas devenu une star s'il était mou du genou quand il allait voir les chefs de restaurants, et s'il leur disait « Ouais, c'est pas bien ce que tu fais, franchement, la nourriture surgelée, franchement, c'est pas bon, et puis franchement, tes frigos, c'est pas... » Voilà, non, il arrive, il leur montre les trucs, il leur dit machin. Alors évidemment, c'est de la trash TV à les États-Unis, hein, donc ça ressemble pas à ça, mais par exemple, ça a donné des Donald Trump notamment aussi, qui étaient un petit peu dans cette dynamique-là. Et là, on est quand même pas du tout dans ce côté-là. On est vraiment quand même en France, ça se voit. C'est un peu comme dans Patron Incognito, tu vois. Dans Patron Incognito, ça reste quand même très bienveillant, même quand il voit des choses horribles. Tu vois, ça reste calme, machin. On donne pas une mauvaise image du patronat, faut pas déconner. Mais alors qu'en vrai, on sait très bien que derrière, ça risque quand même de ramasser, et qu'il ramasserait bien plus si jamais c'était visible sans la caméra. Mais bon, peu importe. Et là, on se retrouve dans un modèle qui je trouve est beaucoup plus sain, parce que c'est des entrepreneurs qui sont volontaires pour être là. Et qui, voilà, ils te présentent ça avec de la passion, et même si effectivement ça peut amener à une désillusion parce qu'ils n'investissent pas dedans, ils ont quand même pu se faire un peu de pub, donc de toute façon ils y sont gagnants, et en même temps,
ça reste un très bon programme et c'est dynamique, comme je l'ai dit, c'est rythmé, c'est bienveillant et cassant en même temps, mais il y a de tout. C'est-à-dire que tous les avis sont exprimés et puis sont exprimés quand même avec respect. C'est pas ça dézingue pas pour dézinguer, ça dézingue parce que ça doit leur apporter quelque chose, ça doit les aider. Et je vous le dis tout de suite, on n'aidera personne si on leur donne des conseils mou du genou. C'est des entrepreneurs, ils connaissent comment ça marche et il faut être cash. Et je trouve que par exemple Anthony il est très cash et que quand on a du Jean-Pierre Nadir à côté, et ben ça fait un très beau bilan en fait et c'est très très bien. Voilà, moi personnellement je trouve le casting génial. Mais bon, malheureusement, tu vois, par exemple, Anthony, il est un peu terne, tu vois. C'est pas un bon client télé, je trouve. Mais par contre, dans sa personnalité, c'est un super client télé. Voilà, donc c'est un truc, un jury, il faut que ça soit complémentaire. Et ben là, c'est parfaitement le cas. Je continue ensuite avec d'autres projets. Julien, donc, qui est venu avec le projet Hérode. Il voulait 10% pour 200 000 euros et c'était un sac à dos pour moto pour pas se paralyser ou se brûler ou je sais pas quoi. Pour moi personnellement, déjà il avait pas mal vendu son truc, il est arrivé, c'était une boîte en redressement judiciaire, etc. Donc évidemment personne n'a pris le truc, il était presque au bout du rouleau, mais en même temps il a quand même essayé de se battre, le produit avait l'air de qualité, quand même 350 € le sac. Et je me suis dit surtout, qu'est-ce que ça va être quand même, il va y avoir un vocable qui va être terrible quand même sur ce produit. C'est-à-dire que tu arrives, tu dis je vends un sac pour vous protéger le dos lorsque vous êtes en moto. Très bien. Mais le vocable, il est déjà tenu par les mecs qui te vendent le blouson en cuir quand t'es motard, qui coûte en plus une blinde. C'est-à-dire que quand tu leur dis, je vous offre je vous donne le manteau de motard, hein, qui coûte une blinde en plus, mais en réalité, il te protège pas vraiment, il faut prendre le sac en plus, qui vaut 350 balles de plus. À mon avis, je suis pas sûr que ça passerait comme ça en se disant ouais ok, parce qu'on sait très bien que quand ils prennent le casque, le manteau, les gants, etc. Donc évidemment, déjà ça commence à faire un sacré coup avant même d'avoir démarré. Donc déjà ils ont déjà ces 3 équipements souvent qui sont normalement obligatoires. Hein. Et là en plus on leur rajouterait le sac. Je sais pas si évidemment ça serait aussi facilement accepté. Surtout que ce qui était bizarre, c'est que le sac était un peu ouvert comme ça. Donc par exemple quand tu es en train de conduire, comment ça se passe? Est-ce que tu sens le vent en train de passer dedans? Enfin, je sais pas, ça semblait très bizarre comme projet. Mais en tout cas, voilà, il a très mal vendu et donc il n'a pas été pris. Ensuite, Grégoire est arrivé avec Panda, pardon. Ou Pada, Panda. Ça m'étonne. Non, Pada. Pada, excusez-moi. C'était un animal de compagnie avec les oiseaux. Il s'est fait démonter le pauvre. Il s'est fait démonter, mais alors il s'est fait arracher. En fait, c'est une entreprise pour dresser un oiseau sauvage. Et alors là, ils se sont rués sur lui en mode défense des animaux. C'est dégueulasse. En plus, c'est contraire au sens de l'histoire qui veut que plutôt les animaux sauvages, on les remette en liberté. Tout ce qui se passe avec les dauphins, les tigres dans les cirques, etc., etc. Et ils ont raison en fait. Donc c'est un projet qui peut-être n'était pas méchant dans ce qui était prévu à l'origine, mais quand ils nous l'a raconté, eux ils sont tombés de leur chaise quoi. Et donc le projet n'a pas du tout pris. Et donc voilà, il y a eu cette fameuse remarque, donc c'était justement de Marc Simoncini, que c'était un homme déconnecté de son temps, qu'il fallait vraiment qu'il se pose la question de vraiment est-ce que ça a un intérêt en rapport avec la question de l'animal sauvage. Après, l'avidité de l'être humain n'a pas de limite. Hein. On sait très bien qu'il y a des gens qui veulent avoir toutes les espèces chez eux, tous les gens par exemple qui collectionnent de certaine manière, mais les reptiles, les poissons exotiques, les machins. Voilà, on sait, hein, donc il n'y a pas de doute là-dessus, mais tout de même, voilà, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de bon sens et je ne croyais pas vraiment au projet, je le trouvais pas hyper intéressant. Donc moi personnellement, je comprends pourquoi ça n'a pas été pris. Ensuite, le duo de la soirée, évidemment, qui nous ont tous fait tirer les larmes. C'est Marine et Jean-Sébastien, qui étaient agriculteurs, qui avaient un projet, la paille d'eau. En fait, ils veulent récupérer donc de la paille, des céréales, pour faire des pailles qui seraient réutilisables. En plus, je pensais qu'elles seraient pas du tout réutilisables, mais réutilisables et fait avec de l'agriculture, quoi. Donc plus du tout avec du plastique, plus du tout, etc. Et je me suis dit, mais alors là, mais vraiment, c'est génial comme projet. Ça pourrait être un super projet à proposer à des entreprises comme McDo notamment, parce qu'on a vu, hein, ils ont arrêté les emballages carton et tout. Je pense que ça pourrait être une réflexion qui pourrait les intéresser. T'imagines, tu fais un partenariat avec McDonald's ou une chaîne de resto, peu importe, mais en tout cas, c'est
parce qu'eux, ils utilisent beaucoup de paille. Et là, tu peux en faire un monopole presque, parce que tu as ton produit, il cartonne, il se vend, et en plus c'est réutilisable et tout. C'est exactement dans la logique des produits à McDo actuellement. Donc je me suis dit, mais ça va être génial, quoi. Donc ils voulaient, en plus je trouve que ça parlait hyper bien du lycée agricole, donc un peu de la voie pro, etc. Je trouve que ça les rendait très humains, ça les faisait pas passer du tout pour des abrutis qui sont des agriculteurs, tu vois, qui ont rien pu faire d'autre. Non, c'est des gens qui sont passionnés, qui aiment ça, qui ont décidé de faire ça parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Elle, la fille, je crois qu'elle avait un parcours presque classique, elle a fait un voie générale, machin. Mais non, elle voulait faire ça, elle voulait travailler dans l'agriculture, elle voulait travailler, machin. J'ai trouvé que c'était génial, ça donnait une image justement, voilà, de ces gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, et c'est génial. Donc ils voulaient 50 000 € pour 15%. Donc Delphine proposait 50 000 €, Marc proposait 20 000 €, Eric 50 000 € mais pour 25%. Et au final, ils vont se partager à 3, 8% chacun pour arriver au résultat escompté. Ce qui fait donc 24% à 3 pour 70 000 €. Ce qui était l'objectif, plus que l'objectif à atteindre, puisqu'ils voulaient que 50 000 € à la base. Donc bravo à eux, c'était mérité, ils ont été touchants, percutants, le jury a été top avec eux, je trouve que c'était hyper bienveillant, hyper humain, c'était génial. Génial, projet au top, franchement trop cool. Ensuite Aurélie, le projet polémique. Alors là, je vais me lâcher sur cette femme. Alors Aurélie, c'était les mains de mamie. Putain celui-là, alors là, vous allez m'entendre. 25% pour 150 000 € de cette entreprise. Alors, c'est une entreprise qui a pour vocation à fabriquer des vêtements par des mamies qui sont retraitées et tout, qui ont mérité leur retraite, sur commande, donc ils peuvent faire un peu machin, et elles font ça un peu sur leur temps libre, il n'y a pas vraiment de rythme, machin, ça peut prendre jusqu'à, je crois, 5 jours pour faire un pull, et donc elles sont chacune travaille comme prestataires indépendants, elles ont une micro-entreprise chacune, et donc la fille Aurélie, en fait c'est plutôt de la prestation de service qu'elle propose, etc. Bon bref. Et là je l'ai noté tout de suite sur ma tablette, je dis, attendez, pardon, elle met au travail des pauvres retraités qui eux n'ont pas, pourraient profiter de leur retraite. Alors les retraités interviennent et ils expliquent, en fait c'est pour se faire un complément de salaire. Voilà, et leur retraite n'est pas très élevée, donc elles font ça en plus pour se faire un complément de salaire. Et là on voit combien elle touchait, mais c'était de l'esclavage. Mais c'était de l'esclavage. De l'esclavage. Alors, j'ai pas noté, pour être très précis, mais c'est 5 jours pour faire un vêtement. Le vêtement valait je sais plus combien. Elle nous parlait de la marge, c'était incroyable. Et donc là, les mecs commencent à parler, enfin, tu vois, les membres du jury commencent à parler. Et il arrive, il pose la question, il dit, mais attendez, la rentabilité, elle est comment ça marche? Et là, donc, l'archevêque que j'ai suivi sur Twitter a expliqué dans un commentaire que j'ai trouvé très pertinent. C'est, il a dit, mais en fait, c'était de l'esclavage le truc. C'était de l'esclavage, c'était de l'exploitation de ces dames, parce que, elles touchaient très peu de ce qu'elles avaient fait. Elles touchaient très peu de ce qu'elles avaient fait pour un temps de travail qui était immense, pour arriver à un chiffre d'affaires qui était très faible. C'est-à-dire qu'elles mettaient 5 jours pour faire le pull qui valait je sais plus combien. Mais en gros, à la fin, au bout du bout, mais elles touchaient vraiment, mais c'était une misère quoi. C'est-à-dire que sur 5 jours de travail, t'imagines, tu payes, je sais pas, mettons 30 €, j'en sais rien, 30 € pour 5 jours de travail, tu te dis que tu peux. Voilà, c'est une misère à la fin. Enfin bon, bref. Même les esclaves sont payés plus que 30 € sur 5 jours, tu vois. Enfin voilà, je plaisante un peu, mais voilà. Donc c'était scandaleux, c'est des gens en plus qui ont mérité leur retraite. Moi en plus je trouve que le message était terrible, parce que là bon elle nous le rendait comme quelque chose de bienveillant, parce qu'on aide nos aînés, voilà, à retrouver du travail, à retrouver, se faire un complément et tout. Mais moi ce que je retiens c'est que les retraités sont pas capables de vivre avec leurs moyens, avec leur argent. Ils sont pas capables de vivre avec leur argent. C'est ça là, le monde dans lequel on vit, c'est qu'il y a des retraités qui sont trop pauvres, alors qu'ils ont fait une vie de labeur et qui méritent une retraite décente. Bon là je sais que c'est en débat en ce moment, Macron je crois qu'il s'en occupe, etc. Mais machin, mais franchement il fallait s'en occuper bien avant. Ça fait des années qu'on a des problèmes là-dessus, ça fait des années qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre de leur retraite alors qu'ils ont travaillé dur pour avoir ça et qu'il faut les payer voilà, ils l'ont pas volé, c'est une vie de travail, donc machin. Je comprends pas, moi, pour moi ça me. Voilà, je sais qu'il y a des projets, je crois, de mettre une retraite à 1000 € minimum. Et j'espère que ça va passer ce genre de truc parce que franchement, c'est scandaleux. Et donc là, en fait, le message c'était de dire ouais, les retraités n'ont pas assez pour vivre. Mais donc on va leur proposer de l'esclavage pour pouvoir vivre mieux. Non mais c'est bon. Alors elle était hyper bienveillante, elle. Tu vois, elle le vendait vraiment comme un truc, voilà, c'est du fait main, c'est à la demande, on peut mettre des mots, on peut mettre des machins. Et puis voilà, ils les font pour aider les mamies et tout. Ah, pour aider les mamies, mais elles mettent 5 jours pour faire le truc et elles en touchent pas grand chose. Moi j'étais scandalisé devant ce projet. Alors bon, c'est Nadir qui va investir, tous les autres avaient dit non. Il a quand même 150 000 balles pour 35%, c'est exorbitant.
Et alors Nadir a quand même précisé qu'il mettait 150 000 balles, mais qu'il veut changer l'entreprise. Il veut plus du tout que ce soit comme ça, voilà, parce qu'il dit je vais pas les mettre à l'esclavage. Parce que l'archevêque à un moment, je crois qu'il le précise, il dit moi si j'investis dans votre truc, le problème c'est que moi je vais vouloir de la rentabilité, donc je vais vouloir qu'on progresse. Mais ça veut dire que je vais devoir exploiter encore plus les mamies. C'est-à-dire qu'au lieu de leur faire le pull en 5 jours, il faudra qu'il soit fait en 1 jour ou en 5 heures, j'en sais rien. Mais il va falloir qu'on augmente les cadences parce que sinon il n'y a pas moyen. Et bref, il a dit en gros, j'ai pas envie d'être cet homme-là, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie d'investir pour vous donner des conseils sur comment faire en sorte que les mamies, voilà, elles charbonnent quoi. Incroyable, incroyable. Mais voilà, bref, en tout cas, elles ont trouvé le pognon, mais moi j'aurais jamais investi dans un truc pareil. Nicolas Murphy ensuite, qui a fait Atypique. Alors lui, il est collector, lui ce mec-là. Donc entreprise qui recrute dans la rue, sans CV. En fait, il vient te voir, d'accord? Et alors, comment l'entreprise fonctionne, c'est qu'il met en relation des mecs qu'ils ont chopés dans la rue et des entrepreneurs qui cherchent des salariés. Et ils n'ont pas de CV ni rien, etc. Mais en gros, il les met en relation et quand ils les embauchent, ils récupèrent une partie du salaire du salarié après. Ok. Et alors, donc il vient te voir dans la rue, mais c'est incroyable, hein. On aurait dit Emmanuel Macron qui vient te voir dans la rue, tu sais, qui te dit tu peux traverser la rue pour trouver un boulot. Il arrive, il te fait vous voulez travailler? Vous voulez travailler? Et vraiment, mais moi tu viens m'attraper dans la rue comme ça pour me dire feignasse, tu veux travailler? Alors évidemment, il ne le disait pas comme ça, hein. Il le disait avec les formes. Voudriez-vous trouver un emploi alimentaire pour pouvoir exercer une activité valorisante? Voilà. Alors je te rassure, il a pas dit ça comme ça, mais vraiment c'était valorisé. Souhaitez-vous participer à notre société collective en trouvant un travail rémunéré dans notre société? Je vous propose donc de vous inscrire dans notre... C'était incroyable, incroyable. Donc voilà, dans la rue comme ça, mais je me dis mais comment ils font? Enfin bref. Donc ça reposait beaucoup sur les mecs qui vont chercher des gens dans la rue. Déjà, ils vont les chercher où, quand, comment. C'est-à-dire que tu es dans une rue comme ça, et puis tu arrives, tu cherches dans une rue sur une place, tu vois. Et toutes les personnes qui passent, tu leur dis, bah voilà, vous voulez un boulot? Vous voulez un boulot? Tu veux un boulot? C'était incroyable. La scène était surréaliste, mais incroyable. Donc, ils voulaient 200 000 balles pour 8%. Et je sais pas s'il les a obtenus, j'ai pas noté. Je me demande... Ouais, je crois que oui, hein, il me semble. Je crois que oui. Ou non, je ne sais plus. En tout cas, c'était surréaliste comme truc. Enfin bref. Et après dans la partie la suite, moi je me suis dit ça va s'arrêter et comme dans les émissions comme Top Chef et autres, souvent dans les émissions de suite après, c'est des rediffs, c'est des best-of, c'est ce que tu veux, on s'en fout quoi. Mais non, là dans la suite, il y avait un inédit et 2 rediffs qui permettent de voir quand même ce qu'ils sont devenus. Ça me dérange pas, le côté rediff, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ouais mais par contre il y avait un inédit quand même, donc j'étais obligé de le regarder. Donc c'était... Dans l'inédit, c'était le fameux Atypique, je crois. Voilà. Mais voilà. Fin du programme. Je vais pas vous reparler des mecs qui sont... Donc il y avait le mec qui avait vendu des livres. Donc on a découvert qu'il avait une tumeur et tout. Enfin c'était horrible, son histoire était incroyable. Mais au final ça allait un peu mieux, machin. Enfin ça m'a super touché. Ils ont trouvé un livre qui valait je sais pas combien. Et en fait ils étaient peut-être assis sur une mine d'or mais ils savent pas. Et j'ai beaucoup aimé la revoir d'ailleurs cet épisode que je ne connaissais pas. Où il dit vous me proposez d'acheter un ticket de loto. Peut-être qu'il n'y a rien derrière, peut-être qu'il y a un trésor derrière, etc. Et j'ai trouvé que c'était génial, super intéressant. Et puis le deuxième, je sais plus ce que c'était, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, c'était trop cool, quoi. Et bref, j'ai adoré. J'ai adoré le programme. J'ai trouvé hyper bien. Est-ce que vous connaissez le programme? Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une critique ou une review de tous les épisodes. Moi, je suis assez chaud parce que je pense qu'à mon avis, il y a des trucs qui vont me chauffer à grave. Là, par exemple, vous voyez, les retraités, ça m'a chauffé grave, mais je pense qu'à mon avis, il y a des trucs qui peuvent me chauffer peut-être encore plus grave. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que l'édition était très bonne, très rythmée, hyper bien, et je me suis régalé. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette émission, si vous la regardez, est-ce qu'elle vous plaît, est-ce qu'elle vous plaît pas, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous aimez, enfin ça m'intéresse énormément. Est-ce que vous regardez depuis longtemps, est-ce que vous avez démarré uniquement là, enfin dites-moi, ça m'intéresse énormément. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici, juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!